suite de ce LCI midi, nous ont rejoint Aline Lebaille-Crémer. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Le général Chauvency est également avec nous. Merci beaucoup, général. Et Xavier de Giacomoni, c'est un plaisir de vous avoir tous les trois. Alors on va partir sur l'un des pires fronts de cette guerre. On partira également du côté de Moscou, retrouver nos envoyés spéciaux. On attend Steve Witkoff. Il sera demain, normalement, à Berlin. L'émissaire de Donald Trump doit discuter du plan de paix, des garanties de sécurité surtout, avec les Européens. Mais vous allez voir que Kiev repart à l'offensive et fait mentir la Russie et ses prétendues conquêtes de territoire. Un beau coup même que l'on doit à Volodymyr Zelensky qui hier s'est rendu dans la partie la plus disputée du front. Regardez ces images. Nous sommes à Kupiansk, théâtre de combats acharnés depuis des mois. Le Graal même pour Vladimir Poutine. Il avait promis à son peuple que la ville et la région étaient aux mains de l'armée russe. Regardez ce que dit Zelensky. Écoutez-le même. Santé à vous. Aujourd'hui, le secteur de Kupiansk. Nos combattants qui obtiennent des résultats ici. J'ai adressé mes félicitations aux gars. Merci à chaque unité et à tous ceux qui combattent, tous ceux qui détruisent l'occupant. Aujourd'hui, il est extrêmement important d'obtenir des résultats sur la ligne de front pour que l'Ukraine puisse obtenir des résultats en diplomatie. Et pourtant, si vous nous êtes fidèles, souvenez-vous, c'était en novembre dernier, le président russe, regardez ces images, dans une opération bien huilée de communication en tenue militaire pour l'occasion, savourait sa victoire à Kupiansk, dégustait même les paroles de son chef d'état-major. Camarades, commandant suprême, les forces armées continuent d'accomplir leur mission conformément au plan de l'opération militaire spéciale. Les troupes du groupe interarmé avancent pratiquement sur tous les fronts, suivant ainsi les succès obtenus au cours de la campagne de printemps et d'été. Les forces occidentales ont libéré la ville de Kupiansk et continuent de détruire les unités des forces armées ukrainiennes encerclées sur la rive gauche de la rivière Oskil. Connaissant Vladimir Poutine, ça devrait se régler en haut lieu. Merci de nous avoir rejoint, Brandon Warrett. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai bien tout compris, notre chef d'état-major militaire, Gerasimov, et Vladimir Poutine, on l'entendra d'ailleurs en parlant de Kupiansk. Et puis là, nous voyons le président ukrainien se balader tranquillement, aller voir ses soldats. Eh bien, Christophe, bonjour. La question se pose, cette ville de Kupiansk est-elle tenue par les Russes ? Alors, si on en croit l'armée ukrainienne qui parle à l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, eh bien, c'est clairement non. Déjà, regardons Kupiansk, c'est ici, dans l'oblast de Kharkiv. Nous ne sommes pas du tout dans la région du Donbass, qui focalise l'attention en ce moment des négociateurs. Cette ville qui est devenue une priorité absolue pour Moscou. Et on va regarder quand même cette carte. Elle est extrêmement éloquente. Nous sommes au 11 décembre. On voit l'armée russe qui est encore présente en rouge ici, et puis les Ukrainiens notamment autour. Le 11 décembre, 24 heures plus tard, la situation a complètement changé, situation transformée. On voit l'armée russe qui a complètement disparu. On voit même les Ukrainiens qui ont réussi à atteindre cette rivière Oskil qui coupe la ville en deux et qui perturbe les lignes logistiques russes. La question se pose, elle est légitime, Christophe. Combien de soldats russes sont positionnés dans cette région ? Toujours selon l'Institut pour l'étude de la guerre, eh bien, il serait seulement 200 au total. 200 soldats russes. Général Chauvency, on vous posera la question tout à l'heure. Comment 200 soldats russes ont-ils pu entrer dans le centre de Kupiansk et prendre le contrôle, comme c'est affirmé haut et fort par Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines ? En tout cas, cette contre-offensive locale de l'armée ukrainienne désenchante jusqu'au plus fidèle commentateur du Kremlin, un blogueur militaire russe, qui lui a été tamponné par le Kremlin. Constat sans appel, regardez ces mots. On ne nous a peut-être pas dit toute la vérité à Kupiansk. Merci beaucoup, Brandon. Puisque vous avez tendu la perche au général François Chauvency, on va lui poser cette question. Comment c'est possible ? Est-ce que Moscou nous aurait menti, général ? On a souvent diffusé ces images de ces soldats russes courant, plantant un drapeau, se faisant prendre en photo et repartant. Oui, de toute façon, la guerre est toujours affaire aussi de propagande. Donc, nous sommes soumis à la propagande. Moi, ce que je dis toujours, pour qu'une ville soit prise, il faut que les forces assaillantes aient dépassé cette ville, se soient réinstallées en position de combat, et que pendant ce temps, ils aient nettoyé l'intérieur de la ville.
on n'a pas vu ce schéma depuis le début. On a eu que des déclarations sur de saisies de rues, de saisies de parties de la ville. Et en fait, la contre-attaque est arrivée. Et cette contre-attaque, d'ailleurs, on peut même s'étonner qu'elle n'ait pas été décelée par les Russes. Alors moi, j'en conclurais, je dirais, militairement parlant, que les Russes n'avaient pas autant d'effectifs qu'on pouvait le penser dans cette zone-là, qu'ils ont fait des choix autres et qui fait qu'ils ont cru peut-être que ça se passerait comme ça. Je n'en sais rien. Il y a manifestement une contre-attaque qui est arrivée jusqu'à la rivière Oskil, qui a été très bien montrée, qui est une rivière une vingtaine de mètres de large, mais extrêmement difficile. De toute façon, on l'a vu à plusieurs reprises, à franchir par les belligérants, qui est presque une frontière naturelle au sein de la ville. Et puis nous sommes dans les déclarations. C'est pour ça que je dis que les chefs militaires et chefs politiques ne doivent jamais s'exprimer trop vite sur un champ de bataille, car ils peuvent être demain matin contredit simplement parce que la guerre n'est pas une science exacte et qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise qui, à mon avis, vient de se réaliser. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel chef. Il s'agit, on l'a écouté et on l'a vu, de Vladimir Poutine. C'était une opération spéciale. Il s'était d'ailleurs rendu sur place. Vous l'avez vu, on pourra revoir ces images. Sur place, en retrait du front. Oui, bien évidemment. Il est resté en Russie. On ne l'a jamais vu sur le front, contrairement à Volodymyr Zelensky. Oui. Mais quand même, il était en tenue militaire qu'il affectionne, le chef de guerre. Regardez ces images. Et Gerasimov, donc visiblement, au chef suprême, je vous ai menti. Tout à fait, mais c'est pas la première fois, puis c'est certainement pas la dernière. Ce qui est important, c'est la date, le 20 novembre. Il y a 23 jours que Kupiansk, officiellement, est tombé pour le Kremlin. On voit bien aujourd'hui que c'est totalement faux. D'abord, la ville n'était pas tombée à cette date. Ensuite, les Ukrainiens ont pu mener une contre-offensive victorieuse qui permet à Volodymyr Zelensky de s'approcher à moins de 2 kilomètres des lignes russes. Et vous avez vu, il a un gilet pare-balles, il est en tenue militaire, parce que c'est extrêmement risqué, effectivement. Derrière lui, d'ailleurs, on voit avec des filets anti-drones. On voit la voie d'approvisionnement pour les soldats ukrainiens avec les filets anti-drones. En revanche, le temps de la prise de vue, le temps de la vidéo, il a enlevé son casque pour s'adresser au monde entier, mais aussi à son peuple, puisqu'il est le président de l'Ukraine et qu'il est le commandant en chef. On voit bien toute la différence entre les images de propagande russe et moi ce que j'appellerais la communication ukrainienne. Après, le vrai enjeu pour les Ukrainiens, il n'est pas non plus tout à fait à Kupiansk. C'est intéressant d'avoir 200 soldats russes pris au piège. Ça pèse sur la Maison-Blanche, il y a un mois, puisque ça montre que c'est un winner. Que c'était l'inverse. Ça veut dire quand même que les Ukrainiens ont les moyens. L'enjeu aujourd'hui, il est sur Pokrovsk. Et la situation est un peu la même, puisque Pokrovsk, officiellement, est russe depuis le 1er décembre, sur le terrain, par des cartes, avec des géolocalisations totalement indépendantes. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui donnent toutes les informations. Nous vérifions de nos côtés. L'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, vérifie de son côté. Pokrovsk n'est toujours pas tombé. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est ce qu'on a appelé la poche de Mirnorad, qui est quasiment totalement encerclée. Il reste 1 kilomètre pour sortir. Le ravitaillement est extrêmement compliqué. Il peut se faire qu'avec des drones. Les soldats ukrainiens ne sont toujours pas pris au piège, ce qui aurait été un véritable traumatisme pour l'Ukraine. Alors, on va regarder quelque chose que vous disiez sur ce message du président Volodymyr Zelensky au reste du monde, parce que c'est important dans la période actuelle. Un commentaire quand même, Aline Lebay-Kremer, sur cette situation, parce que chacun avance ses cartes. On est en période de négociation, il y a des plans de paix qui fleurissent de partout, et il y a un enjeu très important pour les Ukrainiens, et même personnellement pour Zelensky. Oui, parce que j'allais dire, il mouille la chemise, il mouille le C'est vital, là. À ce moment-là de la guerre, c'est vital. Oui, parce que c'est important d'être fort sur le front, renforce la diplomatie ukrainienne, c'est une certitude. Mais ensuite, ça vient dire que l'Ukraine ne veut pas capituler, l'Ukraine ne veut pas céder ses territoires. C'est ça aussi qu'il dit, que l'Ukraine résiste, que les soldats continuent de se battre. Et c'est aussi très important aussi parce que ça influe sur la diplomatie, et en particulier à Washington, c'est que ça court-circuite les opérations de propagande mensongère russe. C'est-à-dire qu'il y avait aussi en toile de fond la prévision d'un grand voyage de presse organisé pour la presse internationale. Les Russes avaient invité des journalistes étrangers à venir certifier la prise de Kupiansk. Donc là, effectivement, le voyage de presse risque d'être reporté sine die. Il n'aura pas lieu. Ainsi que, et ça c'est un boulevard d'humour cynique ukrainien, c'est le général Kousovtsev qui avait été décoré le 20 novembre pour la prise de Kupiansk. On réclame la médaille aussi. Il va falloir qu'il rende sa médaille. Donc tout ça pour dire qu'il y a aussi une part de remontage de morale pour la société ukrainienne, parce que c'est excessivement important. Tant les Russes font
tellement pour démoraliser cette population. Encore aujourd'hui, on y reviendra avec nos envoyés spéciaux. Volodymyr Zelensky avait dit... Les frappes à outrance, notamment bien sûr, sur et il y Odessa. avait une petite phrase de Volodymyr Zelensky il y a 48 ou 72 heures en disant qu'il ne comprenait pas ce qui se passait à Washington par rapport à la question de la véracité des informations. Donc ce qu'il vient faire là, c'est rétablir la vérité. Alors très intéressant en parlant de Washington parce que c'est aussi un message aux Américains et on sait que Donald Trump est un homme féru d'images et d'histoires qu'on lui raconte. Donc cette image de Volodymyr Zelensky sur le front, dans un lieu qui normalement, si on en croit Poutine, devrait être conquis par les Russes, ça peut changer pas mal de choses. Tout à l'heure, Brandon Warrett, vous parlez des déceptions des propagandistes russes. Moi, je voudrais vous présenter une séquence, elle nous est arrivée hier, du plus célèbre propagandiste à la solde du Kremlin. Il s'agit de Soloviev. Alors Soloviev, regardez dans son bel uniforme, lui aussi, eh bien, il était à Pokrovsk. Et puis, il célébrait avec le drapeau russe le fait que la ville soit tombée. On va même l'écouter, même si maintenant on sait que c'était un mensonge. Ensemble, avec le commandant du 27e régiment et avec les soldats du 506e, nous hissons le drapeau en plein cœur du centre-ville de ce qui est maintenant Krasnoarmeysk, récemment appelé Pokrovsk. Ben voyons. Général, alors on parle souvent de propagande. Alors lui, c'est quand même un cas un peu particulier. Il est beau l'uniforme. Hein. Il est repassé. Il a gardé son casque quand même. Non. Aussi nickel. Non mais il passe à la télé. Oui. Bon, alors donc c'est normal. Hein, il est peut-être maquillé. Donc, oui, alors c'était quoi votre question? Non, mais c'est intéressant, ça en dit long, notamment sur ces opérations dont les Russes sont passés maîtres, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire de rentrer, de faire des incursions, de planter un drapeau, de faire un selfie ou une vidéo et de repartir. Oui, mais enfin bon, moi je comparais quand même l'image de Kupiansk et de Pokrovsk, que la situation n'est pas tout à fait la même. On dirait d'un côté, on a effectivement Zelensky qui s'est approché, on a les cartes ISW qui disent que la conquête a été remise en question par les Russes. Enfin, les Russes ont eu leur conquête remise en question par cette contre-attaque. À Pokrovsk, les cartes de ISW disent pas la même chose. Même, faut attention, parce que c'est bien d'équilibrer les deux quand même. Hein. Là, il fait comme Zelensky, même si tu n'es peut-être pas forcément au courant de la vidéo, il fait exactement la même chose pour dire, voyez, nous les Russes, nous sommes au centre de Pokrovsk. Et quand vous regardez les cartes d'ISW, on peut quand même pas dire que la situation soit aussi bonne qu'à Kupiansk que pour les Ukrainiens. Donc il faudrait équilibrer. On a deux jeux, deux combats, deux villes qui font l'objet de combats depuis des mois et des mois, sans aucun doute. Et de part et d'autre, on rappelle à nouveau qu'un combat en localité est extrêmement difficile, quel que soit l'assaillant ou le défenseur. Et que là, nous sommes encore dans la continuation de ce qui se passe depuis des mois, et on va bien voir encore dans les semaines qui viennent. Je ne pense pas que Pokrovsk tombe totalement dans quelques jours. En revanche, il est certain, et je répéterai ce que je dis pour Kupiansk, pour qu'une ville soit prise, il faut que les forces assaillantes aient dépassé cette ville, se soient réinstallées en poste de combat, qu'on commence à voir la logistique s'installer, et que les poches ont été nettoyées. Actuellement, il y a encore des poches ukrainiennes, mais quand vous lisez les SW, il n'y en a plus beaucoup. Donc ça, c'est la réalité. Donc Kupiansk s'est réglé, à mon avis, du côté ukrainien. Ils ont, à mon avis, récupéré une grande partie de la ville et de la zone urbaine. À Pokrovsk, ce n'est pas le cas. Alors vous verrez que ces images, bien évidemment, sont importantes. Je vous laisse, Aline, la parole dans un instant. On va partir à Moscou parce que vous avez ces drapeaux russes dans certaines villes qui se hissent, et puis vous avez un président ukrainien qui va, lui, sur des lignes de front. Mais tout ça dans le cadre des discussions, bien évidemment, avec des Américains qui, eux, veulent que cette guerre s'arrête. Alors c'est une question de narration. Nous sommes avec Jérôme Garraud et Vincent Pierron. Merci beaucoup à tous les deux en direct de Moscou. On sait que la propagande, c'est quelque chose d'important. On sait que le moral de la population, c'est également important, que ce soit les Russes, que ce soit les Ukrainiens. Comment, autour de vous, ou dans les médias que vous lisez chaque jour, comment on raconte la guerre? Est-ce qu'on le dit, ce qui se passe réellement sur le front, Jérôme? Bonjour à tous. Alors à propos de cette apparition de Volodymyr Zelensky à l'entrée de Sloviansk, je n'ai pas retrouvé cette information sur les médias russes en ligne ou à la télévision par exemple. Hier soir, je regardais la première chaîne, Pervé Canal, le journal du soir, dont l'ouverture était consacrée au contraire à la prise de plusieurs villes comme Siviersk, que les Ukrainiens démentent mais que l'armée russe revendique. Je vous ai pris un journal de la veille, un journal papier, pour vous montrer un petit peu ce type de photos, je vous l'approche, ce type de photos, de vidéos avec les drapeaux russes qui sont agités par des soldats en différents endroits de la ville. C'est plutôt ce type d'image qui tourne en ce moment en Russie.
Je vous rappelle que depuis mars 2022, une loi votée par la Douma encadre la liberté d'expression ici, c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'il est interdit, je cite, de diffuser des fake news sur l'armée russe. En clair, ça signifie qu'on ne peut pas contester la version officielle donnée par l'armée. Alors ceci dit, il existe aussi toute une multitude de blogueurs russes qui informent via leur chaîne Telegram, donc on peut trouver une information à condition de vouloir chercher. Je termine quand même avec une petite nuance. L'application Telegram, comme l'application WhatsApp, depuis 2 mois, est très difficile d'accès et elle sera complètement coupée à partir de janvier prochain. La seule manière d'y accéder, ce sera d'utiliser un VPN et je peux en témoigner, les VPN sont de moins en moins efficaces en Russie. Merci beaucoup Jérôme, merci à Vincent Pierron qui vous accompagne. Merci beaucoup de votre travail parce que c'est pas facile pour nos journalistes bien évidemment de travailler dans ce pays tout simplement parce que, et Jérôme nous l'a dit, un certain nombre de médias sont contrôlés. C'est intéressant quand même parce que ça veut dire que même pour Poutine, même pour Moscou, même pour des Russes qui, qu'on le veuille ou non, Aline, sont quand même à la manœuvre sur le terrain et puis ils peuvent compter sur un soutien, et notamment un soutien américain, on se doit de prouver à la population que l'opération spéciale ou militaire spéciale se déroule bien. Ah oui, c'est un enjeu crucial, mais sur la symbolique d'ailleurs, ce qui est assez frappant, on peut... Dans les distinguos entre les deux scènes, entre Zelensky à Kupiansk et Soloviev à Pokrovsk, il y a quand même un distinguo majeur. C'est que d'un côté, il y a un chef d'État démocratiquement élu, et les Russes envoient un propagandiste. Donc symboliquement, ça n'a échappé à personne côté ukrainien. Oui, non, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a la propagande, le théâtre de mensonges russe, qui est probablement à Pokrovsk, mais enfin sur la symbolique, on n'en parle même pas. Hein. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est très intéressant. Ils envoient au front les propagandistes. Donc c'est quand même assez curieux et assez révélateur de l'ADN de ce que trame en termes de communication autour du Kremlin. Donc évidemment qu'il y a un enjeu majeur en ce moment pour les Russes à raconter un récit de victoire parce qu'il y a évidemment ce qui se passe à Washington. Ils sont en train de construire depuis des mois le narratif suivant, c'est-à-dire que il est de toute façon vain que de résister à la Russie. La victoire est inéluctable. Ça ne sert à rien d'aider l'Ukraine de toute façon, c'est fichu. Ne leur envoyez plus d'armes, de toute façon, c'est foutu. La cause est perdue. Voilà, c'est ça qu'ils essayent de semer petit à petit par plein de points depuis des mois et des mois. Ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, il y a aussi quelque chose, un moment extrêmement populaire qui se dessine, en plus évidemment de la diplomatie, entre guillemets, de tout ce qui se passe, la diplomatie immobilière à Washington. Il y a aussi la question des fêtes, parce que c'est important en Russie. Il va y avoir Noël au mois de janvier, en tout cas pour les orthodoxes, et il va y avoir des grands discours politiques, et il lui faut à Vladimir Poutine un récit de victoire. Bah, il l'a de toute façon, et s'il l'a pas, il l'a, mais il est obligé de bosser un peu parce que c'est pas vrai. Donc il est obligé de construire et de mettre du boldic. Il est obligé de bosser un peu. Il y a plusieurs publics, en fait, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Aujourd'hui, ce qui est important pour les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, c'est de peser sur la Maison Blanche. C'est que la Maison Blanche comprenne qui pourrait être le vainqueur, puisque Donald Trump ne soutiendra qu'un vainqueur. Pour le moment, il a quand même énormément fait, si ce n'est tout fait ou quasiment, pour Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la Maison-Blanche commence à se rendre compte que les choses sont peut-être plus compliquées, notamment sur le terrain. Alors Kupiansk, c'est un peu à part, puisqu'on est dans des oblasts, dans un oblast, celui de Kharkiv, qui n'est pas pour le moment revendiqué par les Russes. La vraie bataille, elle est à Pokrovsk, mais toutes ces différences-là, à Washington, je suis pas certain qu'elles soient vraiment analysées en profondeur. L'image de Volodymyr Zelensky... par Donald Trump, peut-être par d'autres. Oui, non, mais par d'autres évidemment, mais par Donald Trump sans doute pas. L'image de Volodymyr Zelensky sur le front, tout près des lignes, et ainsi de suite, elle peut peser extrêmement lourd dans la balance au moment où on sent bien que les choses s'accélèrent, puisque une nouvelle fois, on a un ultimatum, j'allais l'appeler trumpien, qui est Noël. Alors avant c'était Thanksgiving, on est passé à Noël. Bon, ce sera peut-être la Trinité ou Pâques, on verra plus.